Bonsoir et bienvenue dans votre 18h politique. Très heureux de vous retrouver. Bonsoir à vous, Karine Daniel. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, voici votre carte d'identité. Vous avez 41 ans et non 39 ans, comme on l'a indiqué par erreur sur cette carte. Enseignante chercheuse en économie, vous êtes militante convaincue de l'Europe, adhérente du PS. Vous étiez jusqu'à présent adjointe au maire de Nantes et vice-présidente de Nantes Métropole. 2 mandats que vous avez décidé de quitter suite à votre élection comme députée le 24 avril dernier. Vous succédez en fait à Jean-Marc Ayrault dans la 3e circonscription de Loire-Atlantique, dans un contexte politique très tendu pour la gauche. On va évoquer vos ambitions dans ce mandat qui va passer très vite, 1 an, presque jour pour jour avant les prochaines législatives. Mais avant cela, on va évidemment parler de l'actualité, du climat politique avec la loi El Khomri et le recours à l'article 49.3 cette semaine à l'Assemblée nationale. Une actualité qui a donné lieu à une nouvelle manifestation aujourd'hui à Nantes, la 13e depuis le début du mouvement. La contestation est toujours là et les manifestants en colère. Et vous, Karine Daniel, vous êtes, vous l'avez dit, personnellement favorable à ce projet de loi. C'est une bonne loi d'après vous, sur le fond ? Moi, j'étais favorable à la poursuite du travail parlementaire pour améliorer et continuer à améliorer cette loi, qui a déjà beaucoup progressé depuis la première version. On en est à la 4e version aujourd'hui. Et il y a eu un travail parlementaire qui a été particulièrement important en amont de la présentation de cette loi en séance. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est un progrès social ? Comme dit le président de la République? Il y a des éléments de progrès dans cette loi. Je pense par exemple au compte personnel d'activité, je pense au droit à la déconnexion, je pense au progrès sur les congés payés par exemple, qui sont dans cette loi. Maintenant, il faut pas nier des points de blocage qui n'ont pas pu être surmontés. Des accords d'entreprise notamment. La question des accords d'entreprise, qui est un vrai débat. La question de la primauté des accords de branche des accords d'entreprise par rapport aux accords de branche. Là, il y avait des voies de progrès, je pense, dans le cadre du travail parlementaire, qui avait déjà fait l'objet de propositions par le rapporteur Christophe Sirugue, pour qu'il y ait un contrôle des accords d'entreprise par les branches, par exemple. Mais cette position favorable à ce projet de loi, vous ne craignez pas que vos électeurs vous le reprochent un jour ? Moi, je pense qu'il faut pouvoir expliquer, il faut pouvoir présenter les choses de manière non caricaturale, et c'est aussi le rôle des politiques. Et moi, je suis prête à discuter des points de blocage de cette loi en toute lucidité. En clair, on va vous le reprocher, mais vous allez expliquer pourquoi. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est ça. Il faut aussi expliquer en quoi cette loi peut être sur certains aspects et est sur certains aspects un progrès. Mais les députés qui partagent votre avis n'étaient pas assez nombreux à l'Assemblée nationale et le gouvernement a donc décidé d'avoir recours à l'article 49.3 et vous le regrettez, vous l'avez dit sur Twitter cette semaine. L'écologiste Jean-Philippe Magnin note que le 10 mai marquera désormais un double anniversaire pour le peuple de gauche. 1981, l'espérance avec l'élection de François Mitterrand. 2016, la défiance. À droite, les commentaires sont moqueurs. Tout ça pour ça, dit par exemple Bruno Retailleau, le président Les Républicains de la région. Il n'y avait pas le choix, vraiment. Il fallait absolument avoir recours au 49.3. La discussion a commencé sur l'article 1. Le gouvernement a vite compris que cette discussion allait être très difficile à mener. C'est pour ça qu'il a utilisé... Avec 5000 amendements, je rappelle. Et c'est pour ça qu'il a utilisé le 49.3. Moi, je le dis, je le regrette. C'est pas un déni de démocratie. C'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu. C'est un article de la Constitution qui a été voté par les représentants du peuple, qui a été utilisé à plusieurs reprises. C'est un dernier recours. C'est vrai que c'est pas l'aspect le plus favorable, et en tant que parlementaire, évidemment, on ne peut que regretter l'utilisation de cet article qui coupe la discussion et qui coupe le débat parlementaire, justement. Vous ressortez frustré, finalement, Bien ce sûr. débat. C'est la première grande loi. Je suis élue depuis 3 semaines. J'arrive au moment où il y avait une loi qui faisait débat, mais sur lequel le Parlement aurait pu permettre de faire avancer les choses. Je regrette évidemment que la discussion ait été interrompue. Hier, les élus de gauche ont donc tenté
tenté de déposer une motion de censure, comme la droite, et comme dit Ouest France, la fronde a échoué à faire chuter Valls. À 2 voix près, les députés frondeurs n'ont pas rassemblé suffisamment, 56 signatures, dont 28 du PS. Le premier adjoint nantais, Pascal Bollot, ironise « Nul doute que ces 28 camarades refuseront à l'avenir toute investiture de l'abominable parti qui leur fait à ce point horreur ». Bruno Le Roux avait brandi cette menace des investitures il y a quelques jours. L'information n'avait pas échappé à un autre adjoint à la mairie de Nantes, Basset-Masset. Chacun use des arguments qu'il mérite, écrivait-il. Ce gars-là ne mérite pas mieux. Il pourra donc échanger sur le sujet en conseil municipal avec Pascal Bollot. À droite, le maire d'Angers, Christophe Béchu, conclut ainsi: à 1 an de l'élection présidentielle, la gauche a définitivement perdu sa majorité. Que pensez-vous de ces menaces des investitures ? Moi, je pense que dans ce moment, pour la gauche, ce qui est important, c'est la cohésion. Et là, force est de constater qu'on est à un moment de fort clivage entre une partie du Parti socialiste qui ne veut plus soutenir la politique du gouvernement, puisque c'est le sens du projet de motion de censure tel qu'il a été Ça, c'est le constat. Mais proposé. Que pensez-vous de cette menace des investitures ? Vous ne pensez pas que ça peut refroidir enfin un petit peu ? Alors, je ne sais pas ce que fera le groupe et je ne sais pas ce que fera le Parti socialiste, mais je pense qu'à un moment, chacun doit prendre ses responsabilités. Quand on dépose une motion de censure contre le gouvernement, contre un gouvernement de son propre parti, on s'exclut nous-mêmes, enfin, ils s'excluent eux-mêmes de la démarche collective du parti. Même si c'est pas en accord avec leurs idées. Je rappelle quand même que, et ça a été un moment fort du Parti socialiste l'année dernière, il y a eu un congrès. Ceux-là se sont exprimés lors du congrès. Moi, je le dis avec d'autant plus de liberté que je n'étais pas dans la motion majoritaire de ce congrès. Maintenant, les congrès, c'est fait pour clarifier les lignes politiques. Là, force est de constater qu'aujourd'hui, ce congrès n'a pas servi à ça. Et moi, je le regrette. Au moment du congrès, les députés savaient qu'il allait y avoir cette loi travail, ils savaient qu'il allait y avoir cette contestation, que ça n'allait... Personne ne savait qu'il y allait avoir cette loi travail. Coup, et moi, je pense qu'il ne faut pas non plus... il faut avoir un avis mesuré sur la question. Je pense que très tôt, le gouvernement a perdu la bataille politique sur ce texte. Puisque, moi, je l'ai regretté, y compris durant la campagne, je pense que le péché originel de cette loi travail a été le manque de concertation en amont même de la proposition du texte, avec les syndicats notamment, avec les parlementaires aussi. Il y aurait dû avoir en amont de la proposition de ce texte une conférence sociale. Et aujourd'hui, nous en serions sans doute pas là si la concertation avait été menée de manière forte. Et c'est bien le comble d'avoir une loi qui se dit une loi de progrès social qui ne soit pas une loi concertée en amont. Et ça aussi, on peut le regretter. Alors, je précise qu'aucun des députés socialistes du département n'a signé cette motion de censure, mais le conseiller régional Éric Touzeau espère tout de même que cette fronde aboutira finalement en deuxième lecture. C'est encore une possibilité. Si c'est le cas, vous en tirez quelle conclusion ? Si effectivement la fronde va jusqu'à la motion de censure ? De toute façon, s'il devait y avoir si la motion de censure avait abouti, elle n'aurait pas été votée. Donc voilà, il faut discerner. C'est symboliquement fort. C'est symboliquement très fort. Vous en tirez quelle conclusion si effectivement ça aboutit ? C'est une fronde qui, vous l'avez dit, vient de 28 députés socialistes pour l'instant. Nous sommes dans une configuration qui est effectivement inédite et que moi je regrette. Maintenant, il ne faut pas confondre les choses. La motion de censure, et c'est celle-là qui a été proposée aujourd'hui, c'est une motion de censure de droite et qui nous disait que ce texte n'était pas assez libéral. Et voilà, la position, il faut aussi rappeler que le clivage en politique, et moi je m'inscris clairement sur ce clivage-là, est un clivage droite-gauche. Et que ceux qui contestent effectivement aujourd'hui la loi travail, moi je les invite à regarder très précisément les propositions qui sont faites dans le cadre de la primaire par M. Juppé et par M. Sarkozy, et ça nous permettra aussi de remettre les uns et les autres dans la clarté des positions qui sont des positions de droite et de gauche sur les questions d'avancée sociale. Allez, Karine Daniel, on va parler un peu plus de vous. Nouvelle députée de la 3e circonscription de Loire-Atlantique, je le rappelle, élue le 24 avril au 2e tour face au candidat Les Républicains Mathieu Annereau. Vous succédez à Jean-Marc Ayrault,
qui a laissé ce siège vacant après sa nomination au gouvernement. Une victoire en demi-teinte quand même, avec 74% d'abstention, 12% de votes blancs et nuls. En apprenant que vous étiez l'invité ce soir sur notre plateau, Jean Matamor a tweeté ceci, élu avec 13% des électeurs fumistes. C'est un résultat qui ne remet pas en cause la légitimité de votre élection, c'est d'après vous ? Premièrement, je tiens à dire quand même que je regrette que Twitter serve à insulter les politiques. Précisément, mais les citoyens de manière générale. Un électeur sur 8 est suffisant, finalement. Alors moi, j'ai regretté... C'est une question au-delà de vous-même, hein, enfin, je veux dire. Bien sûr. On peut se poser la question. Moi, je regrette ce taux d'abstention qui est trop élevé, mais qui est malheureusement un taux d'abstention assez classique dans le cadre d'une partielle. C'est les taux d'abstention qu'on a constatés sur les partielles précédentes. Peut-être dire aussi que cette campagne, elle a été menée de manière classique, et je vous donne un seul élément qui permet de clarifier un peu les choses. On a, pour cette campagne partielle, eu les uns et les autres le même budget de campagne que pour une campagne ordinaire, dans le cadre d'une législative classique. Ça veut dire qu'on a imprimé, qu'on a édité, qu'on a distribué exactement le même nombre de documents. Donc on est allé vers les citoyens avec nos propositions. Il y avait au premier tour 11 candidatures, donc une offre politique très importante. Et malheureusement, alors par défaut d'information, puisqu'on a fait beaucoup de porte-à-porte, et on s'est rendu compte qu'on apprenait à beaucoup de gens dans cette relation directe que l'élection avait lieu. Et ensuite, quand on n'est pas dans un mouvement et dans une élection nationale, évidemment, on n'a pas cette... Donc vous attribuez ça à un manque de moyens et manque de com'? Non, on a eu les mêmes moyens. C'est ce que je vous dis, on a eu les mêmes moyens. Pour faire connaître l'élection, vous n'aviez pas... Voilà, mais il y a évidemment moins de couverture médiatique sur une partielle que quand on est dans une législative qui suit une présidentielle dans un cadre classique. C'est un mandat qui sera remis en jeu dans un an, en juin 2017. Qu'est-ce que vous allez faire en un an? La plupart des élus nous disent il faut plusieurs années pour poser les pierres et construire quelque chose. En un an, qu'est-ce que vous allez faire? Mais tous ont dû commencer par une première année, je suppose. Mais enfin, on remet le mandat en jeu au bout d'un an quand même. Bien sûr. On est dans le cadre d'une partielle, une des dernières partielles qui se tient sur cette législature. Moi, j'ai rejoint la commission développement durable. On aura la loi biodiversité qui va arriver en deuxième lecture, donc il y aura un travail à effectuer sur ce point. Et puis, il y a le travail de rencontre des acteurs, des partenaires, des citoyens sur la 3e circonscription de Loire-Atlantique, qui est un travail qu'évidemment j'ai à faire, puisque je n'ai pas la même notoriété, le même parcours que Jean-Marc Ayrault sur cette circonscription. Donc finalement, vous allez continuer finalement la campagne? Pas la campagne, mais la rencontre des citoyens de cette circonscription qui sont évidemment en droit de rencontrer leurs nouvelles députées. Moi, je vais commencer très rapidement les permanences dans les différentes communes de la circonscription. Ma permanence parlementaire est ouverte à Saint-Herblain. Donc voilà, les choses s'enclenchent de manière classique. Ça change quoi dans votre façon de faire de la politique désormais, d'être à l'Assemblée nationale par rapport à un mandat d'élu local comme à la mairie ou à Nantes Métropole? Ça change quoi? C'est un mandat très différent. À la métropole, moi j'ai eu le plaisir de travailler sur les questions européennes internationales et depuis 2012 sur les questions d'enseignement supérieur et de recherche. C'était davantage votre dada, si je puis dire, plus que le développement durable d'ailleurs. C'est une zone, on va dire, de compétences effectivement que j'avais et j'ai effectué avec plaisir ce mandat où on est dans l'opérationnel. Très concrètement, l'enseignement supérieur et la recherche à la métropole, c'est un budget d'investissement de plus de 100 millions d'euros. Donc très concrètement, on construit, on met en place des bâtiments, on modèle le campus, on a les partenariats avec les écoles, l'université, les établissements, etc. Là, on est dans autre chose, on est dans un mandat national, donc on est plus évidemment impliqué et investi sur les éléments de politique nationale avec le pouvoir et la mission de légiférer. On est dans un rôle qui est évidemment complètement différent, mais qui est aussi, et moi je le vois comme ça, c'est aussi logique dans un parcours politique, voilà, d'avoir un mandat local et un mandat parlementaire, sachant que j'ai choisi de ne pas cumuler les mandats, ce que ne m'imposait pas la loi, parce que je pense qu'il faut aussi que les politiques qui représentent une forme de renouvellement, de nouvelle génération, soient exemplaires de ce point de vue-là. Très rapidement, s'il vous plaît, il nous reste 20 secondes. Vous disiez au lendemain de votre élection que c'était un signe pour reconquérir l'opinion. Ça va passer par quoi d'ici un an ?
Par l'exemplarité, par le contact avec les citoyens, par l'explication et puis par très rapidement le fait de s'inscrire dans une campagne qui sera une campagne présidentielle tout d'abord, puis une campagne législative sur une confrontation très clairement droite-gauche dans un cadre de campagne classique. Merci beaucoup Karine Daniel, ce sera le mot de la fin. Merci à toute l'équipe. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du 18h Politique. Très bonne soirée sur Télé Nantes. Merci à vous.